Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous attendons l'arrivée de quelques autres participants, mais s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte à discussion avec votre nom, votre rôle et là d'où vous vous connectez aujourd'hui. Salut Rhodes, bienvenue. Nous attendons l'arrivée de tout le monde avant de commencer. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte à discussion avec votre nom, votre rôle et là d'où vous vous connectez aujourd'hui. Salut Nana. Bonjour Ali. Salut Patience. Mina, bonjour. Un plaisir de vous voir parmi nous. Eh bien, je vois beaucoup de personnes qui se présentent dans la boîte à discussion. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons attendre encore 30-40 secondes avant de commencer pour nous assurer que tout le monde est là. Mais en attendant, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte à discussion avec votre nom, votre rôle et là d'où vous connectez aujourd'hui, s'il vous plaît. Je vois d'autres personnes qui viennent d'arriver. Si vous venez de vous connecter, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte à discussion avec votre nom, votre rôle et là d'où vous vous connectez aujourd'hui pour que nous sachions qui nous sommes, qui est là aujourd'hui dans cette réunion. Voilà, très bien. Salut Lisa, salut Florence. Eh bien, je pense que nous pouvons maintenant commencer. Peut-être il y a quelques autres personnes qui vont arriver pendant les présentations, mais s'il vous plaît, continuez à vous présenter dans la boîte à discussion, même pendant l'ouverture de cette séance. Nous voulons savoir qui vous êtes, qui est ici avec nous. Bonjour, bonsoir, en fonction de là d'où vous vous connectez. Je m'appelle Jenny Haddle. Je suis la conseillère pour la gestion adaptative pour Idéal. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette séance, les stratégies de financement avec plusieurs bailleurs de fonds. Profitez des forces des bailleurs de fonds pour une meilleure cohérence HTP. Donc, avec cette séance, nous allons conclure le quatrième domaine thématique de la série de partage de connaissances idéales qui s'est focalisé sur le séquençage, l'empilement et l'intégration du HTP, de l'assistance humanitaire, du développement et OP. Nous allons en fait conclure cette série de séances avec cette séance. J'ai hâte de la suivre. Je pense que nous allons avoir un dialogue vraiment fantastique avec des intervenants formidables. Avant de commencer, on vous notifie que cette séance va être enregistrée et que l'interprétation est disponible vers le français. Je vous invite maintenant à choisir votre langue d'écoute préférée pour cette séance. Vous pouvez faire cela en cliquant sur le bouton interprétation en bas de votre écran Zoom et en choisissant soit l'anglais, soit le français, la langue dans laquelle vous souhaiteriez suivre la réunion. Vous pouvez choisir d'éteindre l'audio original ou de le suivre à un volume réduit. Si vous avez des questions pendant la réunion, s'il vous plaît, servez-vous de la boîte à discussion pour poser vos questions. Je vous rappelle que nous avons ouvert cette série en juin, donc c'est une série qui s'est étalée sur 4 mois et nous finissons avec le domaine thématique numéro 4, le séquençage, l'empilement et l'intégration de l'assistance HTP. Nous avons eu des séances très intéressantes mardi et hier. Nous avons parlé de comment le financement sur le long terme peut aussi être une façon de répondre aux besoins immédiats tout en séquençant, empilant et intégrant les activités de cohésion sociale. C'est aussi une façon pour promouvoir la résilience et la paix. De l'autre côté de la médaille, on peut aussi créer des stratégies telles que les modificateurs de crise et on peut faire la coordination avec les comités de préparation en cas d'urgence pour mieux pivoter au moment de crise. Pour moi, une des leçons clés que j'ai apprises, c'est
peu importe la lentille qu'on applique, si on pense à la programmation sur le long terme, sur le renforcement de la résilience, ce sont les liens de confiance au niveau de la communauté qui est la clé pour garantir l'efficacité de ces activités. Donc, si on pense plus différemment, et nous voulons développer des programmes cohérents qui peuvent répondre aux besoins de ces communautés au niveau global, c'est un bon point de départ. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier cette question. Dans cette séance, nous avons des partenaires de mise en œuvre avec nous qui vont partager comment ils utilisent et empilent les différents financements de différents bailleurs de fonds pour créer des programmes qui sont plus efficaces pour les communautés. Avant de présenter et de donner la parole à notre modératrice, j'aimerais avoir une meilleure idée de qui nous avons dans la salle en fonction du type de l'organisation que vous représentez. Normalement, vous avez un sondage Zoom qui vient de s'afficher sur votre écran. S'il vous plaît, sélectionnez votre rôle, le rôle que vous jouez. Vous représentez quel type d'organisation? Êtes-vous bailleur de fonds, ONG internationale, ONG nationale, membre du ou représentant du gouvernement, institution de recherche ou autre? Eh bien, si vous si vous n'avez pas encore rempli le sondage, euh, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Et si aucune des catégories est applicable à votre cas, vous pouvez toujours choisir autre, la dernière option. Très bien. Nous allons fermer le sondage dans 10 secondes. Donc, vous avez 10 secondes pour répondre. All right, the great reveal. We have Très bien. Voilà les résultats. Nous avons beaucoup d'ONG internationales qui sont ici représentées, aussi pas mal de bailleurs de fonds au niveau des, et aussi des ONG nationales, des représentants du gouvernement et des institutions de recherche. Pour ceux qui ont choisi l'autre, comment est-ce que vous vous identifier. Est-ce que vous pouvez taper dans la boîte à discussion comment vous définissez votre rôle? Merci beaucoup pour votre participation à ce sondage. Maintenant, j'aimerais donner la parole à notre modératrice Maggie James Lucas de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, où elle travaille avec les directeurs pays et les instituts régionaux au Sahel pour soutenir les leaders politiques et les gouvernements dans les domaines de la stratégie, de la politique et la livraison des services pour créer des société meilleure. Elle est aussi chef de parti pour le projet de communication au Sahel et où l'ancienne chef de parti, le chef de parti actuel a participé à une autre séance et elle a aussi servi comme directeur pays et chef de programme senior avec Mercy Corps. Cela dit, à vous, Maggie, vous avez la parole. Merci, Jenny. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici parmi vous et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire pendant cette séance. Nous allons entendre parler de quelques exemples intéressants de deux organisations bien différentes qui interviennent dans des contextes différents sur leur approche à la cohérence HTP. Et nous n'avons pas encore touché à ces sujets pendant les séances antérieures, comme Jenny a dit, les séances dans cette série. Donc, nous allons toucher à comment les organisations peuvent devenir plus stratégiques en utilisant les financements de différents bailleurs de fonds pour améliorer la cohérence des activités HTP. Comme vous savez, le titre de cet événement, c'est les stratégies de financement avec plusieurs bailleurs de fonds. Donc, avant de présenter nos présentateurs, nos intervenants, avant de lancer le dialogue, j'aimerais rapidement vous expliquer ce que nous voulons dire quand nous disons des stratégies avec plusieurs bailleurs de fonds. Donc, nous allons commencer avec quelques définitions pour nous assurer que nous sommes tous à la même page. Donc, quand nous disons le financement avec plusieurs bailleurs de fonds, nous voulons dire un programme ou un projet qui est mis en œuvre avec des ressources provenantes de plus qu'un bailleur de fonds. Donc, ces bailleurs de fonds peuvent être privés, des fondations, des bailleurs de fonds publics, le SAID, le gouvernement du Royaume-Uni, etc., etc. Quand nous parlons du Nexus HTP, le Nexus humanitaire de développement épais,
C'est un terme que nous utilisons pour décrire les liens entre les secteurs humanitaires, le secteur de développement et le secteur de la paix. Plus spécifiquement, on parle ici des initiatives dans ces domaines de mieux travailler ensemble pour répondre aux besoins, atténuer des risques et réduire les vulnérabilités chez les populations ciblées. Ça, c'est la définition de l'ONU. Et par la résilience, je vous ai mis quelques définitions ici, mais voilà, elles se ressemblent, ces définitions. D'après Mercy Corps, la résilience, c'est la capacité des personnes et des systèmes de progresser, de protéger le bien-être sur le long terme, même face au choc et au stress. D'après le CRS, c'est la capacité de rebondir après un choc ou un stress d'une façon qui va réduire la vulnérabilité chronique et qui va faciliter la croissance inclusive. Et d'après le WFP, c'est la capacité des personnes vulnérables d'absorber, d'adapter et de se transformer face au choc et au stress. Donc, en fonction de la définition que vous utilisez, la définition qui vous semble la plus pertinente, je pense que nous sommes tous d'accord que si on cherche la résilience, les communautés résilientes, le renforcement de la résilience, tous ces facteurs sont critiques dans tout ce que nous faisons avec les communautés, avec les populations, si nous travaillons dans le domaine humanitaire, du développement ou de la paix. Et bien sûr, dans notre cycle de programme, à plusieurs moments, on va commencer avec le travail humanitaire avant de faire la transition vers le développement et on vise toujours la réduction des conflits et l'établissement de la paix. Voilà, c'est notre thématique aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos intervenants. Nous avons un panel formidable. Donc, tout d'abord, bienvenue à vous, Brigitte O'Connor, qui vient du CRS et est la chef de partie d'un programme de résilience et de sécurité alimentaire au Soudan du Sud. Brigitte est chef de parti dans l'État de Jonglei, au Soudan du Sud, depuis 2011. Elle est dans ce poste. Elle a plus de 40 ans d'expérience dans l'aide humanitaire, y compris 19 ans au Soudan du Sud et au Soudan. Elle a travaillé avec Food for Peace, OFDA, CAFAR, DFID, entre autres, au Soudan du Sud, au Soudan et au Nigeria. Elle a beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. Nous sommes vraiment ravis qu'elle est là avec nous. Ensuite, nous avons David Maloual, aussi, qui travaille avec CRS. Il est le gérant des programmes pour la cohésion sociale pour le Pathways to Resilience projet au Soudan du Sud. Il a beaucoup d'expérience dans la gestion des projets, l'établissement de la paix, la prévention des conflits, la cohésion sociale et le soutien psychosocial. Dans le passé, David était chef de programme avec CRS pour le programme de résilience et de sécurité alimentaire et aussi le système d'alerte précoce. Enfin, nous avons Edwin Curia avec nous, qui vient du Mercy Corps. Il est le directeur des programmes en Éthiopie. Edwin est un leader expérimenté avec une longue histoire de travail avec des organisations à but non lucratif et dans la gestion de ces organisations. Il a aussi beaucoup d'expérience avec les programmes d'aide humanitaire et d'urgence, avec beaucoup de programmes tels que World Children, Save the Children, UNICEF et Mercy Corps. Il a aussi beaucoup d'expertise dans l'assistance humanitaire, la sécurité alimentaire, l'analyse politique, le développement des systèmes du marché et aussi les programmes humanitaires. Donc, voilà, nous avons un panel vraiment expérimenté avec nous. J'espère que vous allez tous participer à ce dialogue dynamique avant de lancer, et puis plus tard, nous allons demander au public de partager vos questions, mais avant cela, nous voulons planter le décor. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de contexte? Vous venez d'où? Vous gérez quel type de programme? Donc, j'aimerais commencer avec chacun de nos panélistes pour nous présenter ces programmes et aussi les chocs et les stress auxquels vous faites face, les bailleurs de fonds avec lesquels vous travaillez et comment est-ce que vous avez pu répondre aux besoins des personnes, des communautés, des populations que vous desservez, tout en euh, conjuguant de différentes sources de financement. Je vais maintenant donner la parole à Brigitte et puis David pour présenter votre programme avec CRS. À vous. Merci Marie, merci Jenny et merci pour l'occasion de parler de l'expérience de CRS pour augmenter la cohérence HDP.
spécifiquement dans le Jonglei, dans le Soudan du Sud. D'abord, un peu de contexte où on travaille. Vous pouvez constater sur le plan où se trouve Soudan du Sud, entouré par les terres en Afrique, et le Jonglei est une zone d'accès difficile. En pourpre, vous voyez les chaînes d'approvisionnement pour faire arriver des provisions par l'Éthiopie ou par bateau ou du port de Mombasa, ce qui fait que il est vraiment difficile de faire parvenir des stocks pour la programmation d'urgence ou pas d'urgence. On travaille dans un contexte de guerre endémique depuis les années 50. Beaucoup de saisonnalité, beaucoup de chocs climatiques, pas d'infrastructure qui est l'héritage de la guerre et une vie de gouvernance. Et les dernières années, un besoin croissant d'intervention humanitaire. Les programmes que CRAS dans le Grand Jonglei étaient des programmes de résilience et sécurité alimentaire sous le BHA ou SAID, un programme précurseur entre 2011 et 2017, financé également par USAID. Et au-dessus de ça, un programme financé par l'Union européenne pour créer une culture de cohésion sociale et de la paix à partir de 2020, ce qui a fait possible l'amélioration de la cohérence HDP de nos services à travers une présentation directe aux populations qui en ont besoin. On travaille dans les moyens de subsistance, l'eau, la participation de jeunes, la nutrition, les conflits, l'alerte précoce et l'accès à la justice traditionnelle. Et les deux modalités dont on se sert sont avec le BHA, utiliser les aliments, et pour l'Union européenne, l'argent en espèces pour le travail. Ces deux modalités sont intégrées complètement au niveau de la gestion et au niveau opérationnel dans le Grand Jonglei. David Wanwal parlera de notre approche programmatique. Merci Brigitte. Merci au public cet après-midi. Je suis ravi de vous présenter. Comme Brigitte vous a dit, on a deux programmes clés avec de différentes modalités. Celui qui est financé par USAID, c'est l'argent pour des actifs et l'autre, c'est des espèces pour des actifs. Quand on parle des actifs, ça peut être des fonds pour l'on. On se focalise sur la résilience, la cohésion sociale, l'urgence humanitaire et la récupération. Quand on a commencé en 2015 dans l'état de Jonglei, on travaillait sur la résilience, mais la guerre est arrivée au décembre et il a fallu passer au cas d'urgence. Lorsque la paix est revenue en 2015, on est revenu vers la résilience et la récupération. Mais après, il y a eu la guerre et on a eu une éruption, une épidémie de choléra. Donc, il fallait planifier pour les urgences. En ce qui concerne les populations atteintes, les programmes de résilience et sécurité alimentaire à peu près 700 000 participants de tout le secteur
malnutrition, participation de jeunes. On fait beaucoup de choses. Et les programmes financés par l'Union européenne pour créer la culture de la paix en jonglée. Il y a, dans les deux programmes, la plupart des participants sont des femmes, plus de 60% des participants sont des femmes et des jeunes. C'est parce qu'on cible les femmes qui sont la partie la plus vulnérable de la population. On peut les mobiliser. On travaille avec elles pour créer de la résilience dans la communauté. On est situé dans le grand jonglé que Brigitte a évoqué, qui est enterré par des terres. Il faut voler ou venir par route. Je vous remercie et je passe la parole à mon collègue Edwin pour parler de notre programmation de base. Merci David, merci Brigitte, merci de nous avoir donné les contextes pour le Soudan du Sud. Je voudrais qu'on se déplace en Éthiopie. Notre contexte actuellement est dicté par le conflit prolongé causé par une frontière assez criblée on éprouve la pire sécheresse de l'histoire récente et il y a une saison de pluie qui ne s'est pas présentée. Cette région fait partie de la grande sécheresse de la région. Avec les conflits et la sécheresse, il y a un grand déplacement de population. On reçoit des personnes déplacées, des réfugiés, et on a des besoins humanitaires. Et il y a beaucoup d'interventions de développement également. En Éthiopie, on a lancé notre programmation dans cette région en 2008, mais pour cette conférence, on va se focaliser sur nos activités récentes de 2018 jusqu'à maintenant. Quand on examine notre thème, on a un portefeuille qu'on appelle des solutions durables, un programme qui est financé principalement par l'USAID, RIPA, qui atteint à peu près 120 000 ménages et 31 millions de personnes. Il y a des opportunités pour l'emploi de jeunes, qui est un programme qui est financé par l'Union européenne pour la création d'emplois. 54 000 réfugiés sont atteints par ces programmes. On a des activités de consolidation de la paix qui sont intégrées au projet de l'Union européenne STED. On a un programme pour la consolidation de la paix du gouvernement du Canada. Il y a 1000, ça c'est pour $1 million. On a les programmes qu'on a en collaboration avec WFP, le Programme mondial alimentaire. On a un programme de l'énergie propre financé par Shell
qui voit la possibilité d'utiliser l'énergie pour les réfugiés et pour les communautés hôtes. En ce qui concerne la réponse humanitaire à cause de la sécheresse, on a activé les modificateurs de crise par USAID pour 1,5 million de dollars. La crise a persisté. On est sur le point de recevoir 10 millions de dollars additionnels sous ces modificateurs de crise. Dans la même crise, on est arrivé à recevoir 200 000 dollars de l'Union européenne pour nous assurer de protéger nos besoins de développement. Sous la réponse humanitaire, on a reçu un financement de la Fondation Hilton pour la crise humanitaire dans toute l'Afrique pour répondre à la sécheresse. Et ça, c'est de la Fondation Hilton. On fait de l'assistance en espèces. On travaille dans la santé animale. Ce sont des communautés de pasteurs et on a intégré WASH et nutrition. On a créé des couches de financement dans la région avec 6 donateurs, avec 6 interventions différentes sur le même point géographique. Ça affecte principalement la région Somalie. Merci Edwin, Brigitte et David. C'est vraiment fascinant. Simplement, vous écoutez décrire votre programme comme vous avez séquencé et ordonné par couche les différentes activités ainsi que les bailleurs de fonds semble formidable mais critique. Et c'est ce qui est vraiment passionnant dans cette discussion. On ne voit pas que des programmes qui disent USAID ou Union européenne ou cette fondation veut financer cette activité, on va financer que cette activité-là. Vous allez regarder au-delà des donateurs et vous avez examiné ce que les communautés et ce dont les communautés et les foyers ont besoin et vous avez essayé de colmater les brèches. Peut-être qu'on peut entrer dans un peu plus de détails sur des exemples pratiques sur le terrain qui nous permettent de comprendre comment vous avez pu décrocher ces financements de ces donateurs pour aborder tous les besoins de développement, d'aide humanitaire et de programmation pour la paix. Vous avez parlé des besoins d'urgence, du développement à long terme, de la construction de résilience et du fait qu'il faut protéger ces accomplissements et les conflits et le rôle du conflit et comment il faut aborder des questions de conflit et de la cohésion. Je veux revenir vers Edwin juste pour une minute. Si vous pouvez nous donner un ou deux exemples pratiques qui nous permettent de comprendre comment vous avez pu employer ces financements et comment vous avez pu l'obtenir. Et je voudrais aussi l'intervention des autres. Juste une minute ou deux. Je pense que pour nous, à Mercy Corps, on a commencé par le développement et on avait le programme de résilience dans les zones des pasteurs qui examinait le système d'agropâturage où on tirait parti des ressources du secteur privé pour offrir des activités intelligentes pour les agropasteurs, le développement vert. Et puis, le conflit et la sécheresse sont intervenus. Et à ce moment-là, on est arrivé à activer les modificateurs de crise, l'activité de RIDA qui était déjà le programme
Et il y a eu d'autres donateurs et des fondations pour nous assurer que notre réponse humanitaire était intégrée à nos programmations de résilience. On tirait parti du secteur privé et on offrait une réponse humanitaire. Et à cause du conflit et des questions de trauma et le besoin de renforcer les institutions, c'est à ce moment-là on est allé chercher du financement additionnel pour la consolidation de la paix. Euh, Augmenter le rôle de la femme dans le leadership à travers le dialogue et s'assurer qu'on consolide les compétences institutionnelles. Très intéressant. Je sais que David et Brigitte, vous avez aussi des exemples spécifiques, surtout dans les domaines de la paix, de la cohésion et des traumatismes. Donc, j'aimerais entendre de la part de David et de Brigitte, comment est-ce que vous avez pu faire tout cela avec CRS et avec les différents bailleurs de fonds avec lesquels vous travaillez? C'était quoi le début et comment est-ce que vous avez pu continuer avec la force avec laquelle vous avez continué? Merci. Notre financement duel nous a permis d'élargir notre champ d'intervention à plusieurs secteurs. La cohésion sociale sensible au traumatisme et aussi les activités de transfert en espèces, entre autres. Ces secteurs étaient communs entre les deux programmes, donc le financement duel nous a permis de faire plus de ces activités dans plus de sites. Et puis, il y avait des activités spécifiques financées par chaque donateur. Donc, l'USAID a financé des activités d'accès à l'eau. Nous avons pu ouvrir l'accès à l'eau dans les domaines couverts par les deux programmes, même le programme qui n'a pas financé des activités spécifiques de WASH. En même temps, le Fonds pour la civilisation de l'Union européenne nous a permis de lancer des activités dans l'accès à la justice judiciaire. Et cela a amélioré la durabilité des résultats pour les deux programmes en réduisant des conflits et en créant un environnement propice pour d'autres interventions dans le secteur. Les fonds de l'USAID a compris aussi un modificateur de crise qui n'était pas le cas pour le financement de l'Union européenne. Donc, comme David a dit, nous avons pu utiliser ces modificateurs pour répondre aux crises humanitaires telles que la choléra, le déplacement interne et aux inondations entre 2019 et 2021. Les deux programmes utilisent la même approche pour les modes de vie et le renforcement de la résilience. Et pour les deux programmes, on a intégré la sensibilité au traumatisme et la cohésion sociale dans toutes les activités dans le secteur parce que, étant donné les niveaux élevés de traumatisme intergénérationnel et de conflit, on ne va pas pouvoir faire des progrès si on veut poursuivre la résilience ou la consolidation de la paix avec ces populations qui sont toujours traumatisées. Et ça, c'était un facteur clé pour toutes les interventions, pour tous les programmes. David, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, s'il vous plaît. L'élément de l'engagement de la jeunesse financé par l'USAID et qui n'est pas financé par l'Union européenne, c'est un domaine où nous avons utilisé ce financement de l'USAID et on a intégré les jeunes dans les activités agricoles aussi et aussi dans les activités d'accès à la justice. Et ces activités sont financées par l'Union européenne. Donc, les deux programmes se complémentent. Et là où il y a une insuffisance dans un programme, il y a l'autre qui peut le couvrir. Et si on peut faire les activités d'agriculture avec les deux, voilà, c'est très bien, mais c'est l'Union européenne qui finance les activités d'accès à la justice et aussi dans notre création des comités de la paix pour réduire les conflits. C'est une approche qui a montré son efficacité et nous avons eu plusieurs réussites dans les années récentes. Et ces communautés profitent des services des deux bailleurs de fonds qui financent les mêmes projets dans certains cas et qui financent des projets complémentaires dans d'autres cas. Donc voilà ce que je voulais ajouter.
cet élément de l'engagement de la jeunesse et la consolidation de la paix. Très bien. Merci beaucoup, David et Edwin et Brigitte pour ces réponses vraiment intéressantes. Nous avons reçu beaucoup de questions intéressantes et nous allons y répondre bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais avant de passer aux questions de l'assistance, je voulais vous demander de nous donner plus de détails pour nous rapprocher de ces différents bailleurs de fonds et comment est-ce que vous avez géré cet regroupement des bailleurs de fonds. Donc, quels sont les facteurs internes au sein de chacune de vos organisations ou au sein de chacune de vos structures qui vous ont permis ou qui ont facilité votre gestion des bailleurs de fonds? Avec CRS, vous avez 3 bailleurs de fonds. Avec Mercy Corps, vous avez 6 ou 7 ou plus. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, dans votre gestion de vos programmes, est-ce que vous avez un cadre simple pour les résultats et puis vous allez décomposer ces résultats en fonction du bailleur de fonds? Ou est-ce que vous êtes toujours ouvert et transparent? Je présume que vous êtes ouvert et transparent sur tout cela, mais comment est-ce que vous négociez avec les donneurs autour de toutes ces questions et quelles sont les conditions en interne qui facilitent tout cela? Donc, j'aimerais entendre davantage sur ça parce que ça, c'est vraiment le b.a.-ba de comment on peut faire marcher ce système et comment vous pouvez rendre toutes ces négociations invisibles pour les communautés que vous desservez. Donc, peut-être je vais commencer avec Edwin, si vous voulez. Oui, merci Maggie pour cette question vraiment intéressante. Chez Mercy Corps, nous avons créé nous avons renforcé les capacités de développement et de consolidation de la paix en même temps. Et nous avons développé ce que j'appellerais une stratégie de portefeuille. Donc, on a la portefeuille humanitaire et paix, l'humanitaire et la portefeuille de la consolidation de la paix. Et puis, nous avons aussi divisé nos programmes par zone géographique pour nous assurer que tous les projets sont co-localisés. Donc, on peut faire un projet qui est vraiment multi-bailleurs de fonds, multi-sites. Et cela nous a poussé à développer un budget général qui prend en compte les services de soutien, l'informatique, la logistique, où le coût est divisé par pourcentage. Les différents membres du personnel sont chacun financés par un bailleur de fonds spécifique en fonction de son expertise. Donc, cela touche à votre question sur la transparence. La plupart de nos propositions coûtent moins cher parce que nous partageons déjà le logement, les coûts logistiques, les choses comme ça, les bureaux. Et un autre facteur clé, c'est la consolidation des départements et des fonctionnalités. Cela nous a permis de nous assurer que toutes les équipes vont dans le même sens. Cela augmente aussi l'efficacité de la coordination et la meilleure application des compétences existantes. Et nous avons aussi des ressources qui sont disponibles à toute l'organisation. Donc, nous avons des capacités au-delà de l'Éthiopie et au-delà de la région de Somalie pour lancer et accélérer la phase de lancement. Le dernier élément, c'est pendant la phase de conception. Les projets sont colocalisés au niveau de la conception pour s'assurer que tous les projets vont se complémenter et pour nous assurer que nous appliquons tous ces programmes pour répondre à nos besoins de développement et que nos interventions pour la paix soutiennent nos interventions humanitaires et que les résultats du développement sont aussi pris en compte dans nos objectifs plus larges. Merci beaucoup, Edwin. C'est très intéressant d'entendre l'accent que vous avez mis sur l'empilage. Et ça, c'est quelque chose de critique parce qu'au sein du gouvernement américain, au sein de l'USAID, ça, c'est un apprentissage clé. Et l'USAID essaie de s'assurer que les partenaires peuvent faire de l'empilage et du séquençage et de l'intégration avec tous ces programmes pour que nous ne perdions pas ces avancées du développement.
Et maintenant, Brigitte et David, est-ce que vous avez un modèle semblable ou pour revenir à la question sur le cadre de résultats? Donc, il me semble, il y a déjà plusieurs leçons que je tire sur la stratégie de portefeuille, les budgets généraux, la conception. Donc, qu'est-ce que vous avez fait au sein du CRS pour faciliter tout cela? Notre stratégie, c'est une stratégie géographique. Donc, la gestion et le leadership dans le domaine de la conception et la mise en œuvre pour tous les programmes est localisé à Jonglei. Et cela veut dire que nous pouvons répondre rapidement, nous pouvons prendre des décisions rapidement et nous avons aussi des équipes locales au niveau du terrain qui supervisent et qui met en œuvre les programmes ou livrent les services. Et au niveau des coûts, le CRS a un système très bien établi de partage des coûts à travers des programmes différents pour réduire les coûts. Et ça, c'est un système transparent et déjà accepté par tous nos bailleurs de fonds. Donc, il y a un partage entre chacun des bailleurs de fonds pour tous les coûts partagés. Et puis, chaque bailleur de fonds va couvrir 100% des coûts pour la mise en œuvre des programmes spécifiques à ce bailleur de fonds. Donc, tout cela a été conçu autour de ce que le programme PHA finançait déjà. Donc, nous avons identifié les besoins au niveau de la communauté auxquels le programme PHA ne répondait pas, ne pouvait pas répondre. Donc, nous, nous avons trouvé du financement pour améliorer la cohérence HTP dans ce domaine. Le financement de l'Union européenne était pour la plupart pour la stabilisation, avec un intérêt particulier pour le développement des communautés de la paix et aussi pour le développement de ce modèle de sensibilité au traumatisme développé par CRS dans le cadre du programme RFSP et que nous appliquons maintenant dans d'autres régions, d'autres parties du Jonglei. Et nous avons aussi essayé d'élargir l'accès à la justice traditionnelle, puisque le manque d'accès à la justice, c'est une locomotive importante pour le conflit au niveau régional. Donc, ces deux programmes ont été conçus pour se complémenter, pour être intégrés et pour se soutenir. Donc, cela veut dire que nous avons pu mettre en œuvre le programme RFSP, c'était les Chines principales de nos activités au Jonglei. C'était le cas depuis plusieurs années. Le programme de l'Union européenne est venu plus tard, mais a utilisé les mêmes modalités, les mêmes outils de formation, les mêmes processus que le programme de l'USAID. Donc, il n'y avait pas de nouveaux processus à développer, pas de nouveaux apprentissages, sauf dans des nouveaux secteurs qui étaient les comités de paix communautaires et le programme de l'accès à la justice. Et nous avons pu utiliser les apprentissages, la documentation et l'approche des communautés de la paix que nous avions piloté avec un autre projet antérieur financé par le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth. Donc, beaucoup des approches que nous utilisions étaient déjà très bien testées, mais nous les appliquions sur un nouveau site ou d'après de nouvelles modalités, comme on utilisait les espèces et pas les aliments, la nourriture. Voilà. Oui, et si je peux ajouter, le CRS a piloté l'intervention de la cohésion sociale et de la sensibilité au traumatisme avec nos propres fonds privés. Et les secteurs où nous avons piloté cette intervention, le SAID a décidé de financer ces interventions sur le long terme. Donc, nous avons financé la mise en œuvre pendant une année. Et une fois que les communautés ont partagé les histoires de réussite avec nous, surtout dans le domaine de cette sensibilité au traumatisme, l'USAID a pu financer la prolongation de ce projet pendant 3 ans. Donc, au niveau des leçons que nous avons tirées de ces interventions et notre système d'alerte précoce financé par FCO, l'Union européenne a pu prendre tous ces apprentissages et les appliquer pour améliorer l'accès à la justice et d'appliquer aussi ce modèle des comités de la paix. Et aussi, nous avons assuré que toutes les personnes, y compris les femmes et les jeunes, avaient accès au système de justice. Et nous avons le financement pour financer ce pilotage et nous l'avons fait
Et quand nous pilotons nos propres projets, nous partageons nos réussites, les bailleurs de fonds s'intéressent à tout cela. Et on peut communiquer ce qui se passe déjà dans les communautés. Et cela attire l'intérêt des bailleurs de fonds. Et nous avons aussi créé des forums où on peut partager des histoires de réussite telles que nos réunions trimestrielles où nous invitons nos bailleurs de fonds à venir voir et entendre parler notre personnel. Et on aide les bailleurs de fonds aussi à mieux comprendre le contexte. Donc, quand nous organisons nos réunions trimestrielles, nous invitons les bailleurs de fonds à venir voir ce qui se passe sur le terrain au niveau de l'État fédéré et on répond à leurs questions et on échange avec le personnel des bailleurs de fonds. Et quand au niveau du terrain, ce sont ces membres du personnel qui ont l'opportunité d'interagir avec les membres de la communauté. Donc, ces réunions sont une opportunité pour les bailleurs de fonds d'avoir un peu de ce contact. Merci beaucoup. Très bien. Oui, merci beaucoup à vous toutes et tous. Il est très intéressant d'entendre que vous avez non seulement travaillé d'une façon décentralisée et que vous vous focalisez sur la mise en œuvre et c'est au niveau de la mise en œuvre qu'on prend des décisions. Et deuxièmement, tous les trois, vous avez donné des exemples de comment vous avez profité des financements existants et vous avez intégré ces nouveaux bailleurs de fonds après avoir pu leur montrer ces approches testées et après avoir pu montrer votre engagement auprès de la population et le fait que vous prenez des décisions en fonction des besoins de la population, en fonction des enjeux humanitaires, enjeux ou du conflit. Et j'apprécie beaucoup ces deux éléments et je note tout cela parce que je ne veux pas perdre ces informations et aussi la réunion est enregistrée, heureusement. Donc, j'aimerais aussi vous demander, nous avons toujours quelques minutes avant d'ouvrir la séance aux questions du public, mais est-ce que vous, les trois, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, brièvement, d'un ou deux défis clés auxquels vous avez fait face avec votre modèle et aussi un ou deux avantages clés? Et je pense que les avantages sont bien évidents et nous pouvons imaginer les défis. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu plus ces défis et comment vous les avez surmontés? Cela nous aiderait beaucoup. Je sais que beaucoup de personnes qui sont présentes dans cette réunion font face à des défis semblables, où on fait déjà, où on veut faire un travail semblable avec des barrières de fonds multiples, mais on a peur des défis potentiels. Donc, avant de passer aux questions du public, est-ce que vous pouvez nous parler des défis que vous avez rencontrés et comment vous avez essayé de les résoudre? Merci, Maggie. Je pense que notre principal défi maintenant, ce sont les différents chocs et les stress qui dépassent notre état de préparation, de réaction. Les crises sont maintenant plus fréquentes. Elles prennent plus de temps. On fait face à la pire sécheresse des temps récents. Donc, en plus de notre programmation actuelle, il faut une grande réponse pour répondre à la sécheresse actuelle pendant les prochains 18 mois. Ça veut dire que les interventions du système de marché et du secteur privé qu'on avait mises en couche pendant les dernières années fermeront la boutique dans les prochaines années. Chaque donateur a des différentes règles, différentes exigences, ce qui rend difficile plus difficile tirer parti de ressources. Pour les clients, il y a un lien à leur approche, leur programme. Quelques donateurs s'intéressent à l'infrastructure, les programmes sur le terrain. D'autres s'intéressent aux composantes soft du programme. Lorsqu'il s'agit de la consolidation de la paix, c'est très localisé et la plupart d'agences
peuvent témoigner qu'il faut du temps pour former, pour recruter. Il faut créer des relations, créer de la confiance. Il faut travailler avec ces communautés pour réaliser de la cohésion sociale. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Dernièrement, il y a le financement à court terme. La plupart de nos programmes humanitaires sont de 18 mois, 1 an, 6 mois. Ça crée une concurrence interne à travers les équipes pour pouvoir donner des résultats à temps. Merci Maggie. Je passe à Brigitte et David pour signaler le plus grand défi. Je dirais d'abord que je suis d'accord avec tout ce que Ezra vient de dire sur les besoins croissants humanitaires ou les besoins humanitaires croissants. La plupart de notre travail sur la résilience et la récupération a été pratiquement anéanti par les besoins humanitaires, surtout par 3 ans d'inondations catastrophiques. J'en suis consciente. Notre principal bailleur de fonds est USAID pour CRS et l'Union européenne utilise une approche très différente en ce qui concerne leur conception de programme. La budgétisation financière et le reporting, la plupart d'organisations internationales qui travaillent avec un financement de l'USAID, c'est un grand changement culturel. Comprendre et pouvoir répondre aux exigences de l'Union européenne. Une recommandation serait qu'il est essentiel qu'il y a un membre senior de votre équipe qui soit familiarisé avec les règlements de l'Union européenne et les procédures et les reporting. N'essayez pas d'improviser. Et les différentes étiquettes peuvent poser défi. Il faut se mettre d'accord sur une stratégie de coétiquetage pour toute activité cofinancée, que ce soit les ateliers ou la formation, etc. Les deux donateurs ont des mécanismes pour les coéquitages. Il faut simplement se mettre d'accord. Et puis, l'Union européenne exige des rapports mensuels pour s'assurer que des individuels sous sanction ne bénéficient pas des activités. Et le USAID a des sanctions, mais exige seulement des rapports à long terme. Et ce sont des choses qu'il faut faire bien, sinon ça peut être problématique. Le CRS n'avait pas une stratégie multidonateur intentionnelle. On avait une stratégie pour la zone pour essayer d'amener des différentes ressources à Jonglei. On avait déjà des investissements importants et une équipe très chevronnée sur le terrain. Et on essayait d'amener plus de financement pour colmater les brèches géographiquement, sectoriellement. Et comme David a évoqué, CRS a pu utiliser son financement discrétionnaire pour tester des activités pilotes, écrire cela et partager les apprentissages avec les donateurs. Je pense que ça nous a aidés pour élaborer, pour développer du financement additionnel. L'Union européenne a été très claire lorsqu'elle nous a abordé. Ils nous ont dit, on veut voir une mise en œuvre sans faille. Il ne devrait pas être apparent aux bénéficiaires quel bailleur de fonds finance quoi. On veut s'assurer que vous offrez de l'assistance qui optimise le financement de tous les bailleurs de fonds. C'est ce qu'on essaie de réaliser. Tout notre personnel a été formé dans les deux programmes. Ils peuvent expliquer et comprendre ce que chaque programme fait au niveau de la gestion et au niveau du terrain. On partage entre les deux programmes et on utilise le personnel du programme USAID pour lancer les programmes pour l'Union européenne.
et on utilise les mêmes approches de formation à travers les deux programmes afin de assurer que les normes de bénéficiaires de tout le secteur restent les mêmes, proviennent d'où proviennent les financements. C'est clé pour nous. David, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que Brigitte l'a tout dit, mais bon, je, il y a un impact sur ce qu'on fait avec le financement du donateur. On travaille dans une zone où plus de 90% de la population est illettrée. Ils ne peuvent pas écrire ni lire. Comment faire face à une communauté tellement analphabète avec un arrière-fond du conflit? Ce qu'on a fait, c'était de traduire une partie du matériel de formation et de rendre visibles les matériels de formation en forme d'image pour aider les participants, traduites dans leur langue locale. Ça nous a aidés parce que les donateurs ont eu les occasions de parler aux participants. Les participants pouvaient dire ce qui était écrit en anglais, mais ils ne lisent pas l'anglais, ils n'écrivent pas en anglais, mais puisque c'était traduit dans leur langue locale, de façon pictorielle, ils pouvaient voir les images, ils pouvaient venir et dire de quoi il s'agissait. L'autre défi était environnemental. Et évidemment, vous voyez, euh, il est difficile d'accéder à certains endroits. Il nous a fallu établir des différents lieux et des bureaux sur le terrain où on a placé les personnels pour offrir des services. Il a fallu s'assurer qu'il y a des bureaux de terrain dans de différents endroits pour qu'on n'ait pas de problèmes de transport pendant la saison de pluie. Comme ça, on a pu se servir efficacement des fonds des donateurs de l'USAID et de l'Union européenne. Donc, pour souligner quelques points, avoir cette approche décentralisée et puis s'assurer que le matériel de formation, de gestion, de la formation et puis la situation du personnel vraiment touche à tous les secteurs et à tous les différents donateurs. Et je pense que c'est vraiment important. Je reviens sur ce que je disais, d'avoir un cadre de résultat, un seul cadre de résultat, que vous l'ayez pas ou pas. Le fait que vous ayez souligné l'importance d'une stratégie de zone ou une stratégie décentralisée est ce qui fait en sorte que ça marche, si je l'ai bien compris. On a affaire à des endroits qui ont souffert des impacts signifiants de choc et de stress qui sont continus. Et le fait que vous ayez pu tirer parti de différents flux de financement pour aborder chacun de ces impacts représente un grand avancement. J'ai quelques questions additionnelles, surtout du côté des bailleurs de fonds et du côté du gouvernement, mais je pense que ce que j'aimerais maintenant, c'est de passer de cette section spécifique de la présentation avec vous tous. On va continuer ça, mais avant de le faire, j'aimerais avoir un peu plus de participation du public. C'est un public époustouflant, de très bonnes questions. On a des questions pour des jours. Je pense qu'on aura beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre par la suite. Mais avant d'entrer dans d'autres questions, je pense qu'on veut demander au public pour avoir une idée, pas à travers ce qui apparaît dans le chat, mais on a une
enquête pour mettre devant tout le monde, pour que tout le monde puisse voir ce que les gens pensent. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise quelque chose qui s'appelle des diapos AHA, que vous avez entendu parler des enquêtes Zoom. Je pense que c'est un peu plus facile. Comme vous pouvez voir, vous avez un lien qui s'appelle Diapo AHA. Faites clic là, ou si vous voulez utiliser votre téléphone portable, vous pouvez scanner le code QR et entrer dans le deux questions qu'on veut poser au public pour avoir une idée d'où vous vous trouvez. La première question est qu'est-ce qui vous a étonné déjà de cette discussion? Il nous reste un bon bout de chemin à faire. Il y a beaucoup de discussions qui restent, mais jusqu'ici, qu'est-ce qui vous a étonné sur la base de ce que vous avez entendu? Vous pouvez répondre autant que vous voulez. 10 réponses, une réponse, deux réponses. Allez-y. Tapez là. Ah, là, voilà, je vois que les réponses commencent à apparaître. Je vais attendre un peu plus. Il y a une autre question après cette question-ci et on va changer l'écran pour que vous receviez la deuxième question. Je vais ouvrir mon écran afin de pouvoir voir les réponses. Voilà le nombre de différents donateurs dans le portefeuille, le fait que les panélistes puissent faire face aux exigences administratives du ACD et l'Union européenne simultanément. Chapeau. Et quelqu'un a dit, je, j'espérais avoir plus d'écho de EUINTRA ou de BHA ou Prime USID. Il y a des pratiques prometteuses qui peuvent être partagées avec les autres. Effectivement, et on veut s'assurer de tirer à la fin, de dériver à la fin des exemples très clairs que vous puissiez adapter vous-même. Et on passe à la question suivante qui est euh, quel concept, quel apprentissage, quelle idée de la session d'aujourd'hui retirerez-vous avec vous pour mettre en œuvre dans vos propres programmes ou dans votre propre organisation? Il n'y a pas une limitation là. Très bien, panélistes, vous avez vraiment amené beaucoup de passion à ce sujet. Il y a quelqu'un un bon ressourcement du personnel de subvention, à comprendre mieux à l'égard de la programmation basée sur les zones. Peut-être qu'on les fera aujourd'hui ou dans la communication par la suite, mais ce qui est bon dans ce genre-là de séances, vous pouvez voir qui sont ces personnes, vous pouvez voir avec quelle organisation ils travaillent et j'espère qu'on va pouvoir inclure les adresses email ou qu'on pourra l'envoyer par la suite pour que les gens puissent faire du suivi. Mais je pense que beaucoup de cela traitera les bases de comment est-ce que vous êtes arrivé à faire une stratégie basée sur la zone. Ça veut dire que ça a le même cadre de résultats sur toutes les activités. Brigitte et David ont donné des exemples, mais il est toujours convenable d'avoir des exemples très concrets lorsqu'on veut adapter ça à sa propre programmation. Utiliser des fonds pilotes pour démontrer la preuve d'une concept CRS est une bonne manière de faire. On dirait que Mossy peut le faire avec la fondation avec laquelle il travaille, qui ont un financement plus flexible. C'est fantastique. Je vais lire un dernier. Tirer parti des interventions humanitaires à travers
le séquentage et l'empilement pour protéger la formation. On en a entendu beaucoup parler pour garantir qu'il n'y a pas de régression. Très bien. Donc voilà, ça, ce logiciel, ce programme est très cool et on va partager tous les commentaires, toutes les questions que nous avons reçues. Et maintenant, j'aimerais passer aux questions du public. Nous en avons beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de questions. C'est formidable. Mais ce que j'aimerais faire d'abord, j'aimerais avoir une meilleure impression si nous avons des bailleurs de fonds parmi nous dans le public. Une des questions que moi, j'ai à vous poser, c'est comment est-ce que les bailleurs de fonds peuvent faire de ce type de programme quelque chose de plus accessible, de plus facile? Est-ce que les bailleurs de fonds eux-mêmes peuvent faire quelque chose pour faciliter ces avancées? Parce que bien sûr, nous essayons toujours de nous approcher du même objectif, que ce soit l'Union européenne ou l'USAID. Bien sûr, chaque organisation va avoir ses unités, ses divisions différentes, mais nous visons tous la résilience, nous visons tous la réponse aux besoins immédiats des foyers. Donc, j'aimerais donner la parole à Asta Zimbo, mon ami, mon ancien collègue qui travaille avec l'USAID au Niger. Elle est la chef de mission actuelle et elle travaille aussi avec l'équipe pour la démocratie là-bas. Donc, Asta, est-ce que vous voulez allumer le micro pour vous donner une idée de ce que vous pensez de cette question? Comment est-ce que les bailleurs de fonds peuvent mieux s'engager avec ce processus ou est-ce que tout progresse comme il faut sans une action particulière? Merci, Maggie. La première partie de ce panel s'est focalisée sur comment les organisations peuvent utiliser les sources de financement provenant des bailleurs de fonds différents, mais il y a aussi un revers à ce médaille. Comment est-ce que les bailleurs de fonds essayent-ils d'améliorer la cohérence HTP parmi toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons? Dans le contexte du Niger, par exemple, il y a beaucoup de points semblables par rapport aux exemples que nous avons entendus aujourd'hui quant à la récurrence des inondations, des sécheresses, des maladies. Mais aussi, nous avons vu une augmentation importante du conflit provenant des groupes extrémistes et aussi les conflits qui se développent entre les communautés différentes au Niger. Donc, de notre côté, de notre point de vue, je peux vous partager, et cela va non seulement pour Niger, mais pour le Sahel en général, étant donné le nombre de nos programmes régionaux, nous déployons une approche à trois volets. Tout d'abord, nous avons étudié le niveau stratégique. Nous travaillons sur un brouillon pour notre stratégie de 5 ans pour le pays et vous le savez déjà, la plupart d'entre vous, et une partie de ce document, une partie de ce processus, c'est que le processus va être transversal. Nous avons plusieurs priorités transversales qui touchent à plusieurs secteurs et notre intention, c'est que ces priorités vont être présentes dans toutes nos activités sous-sectorales. Donc, ces priorités sectorales sont bien sûr la résilience et nous investissons déjà dans l'investissement de plus de longues années, la gouvernance démocratique et les principes démocratiques, mais aussi le développement de tout ce nexus HDP et les activités de consolidation de la paix. Le deuxième volet, en dehors du volet stratégique, c'est que nous avons dans le passé, nous allons continuer à poursuivre ce type d'intégration au niveau de la conception des projets et aussi au niveau de chaque bourse qui est octroyée. Donc, nous avons des grappes de programmes. Pour ceux qui connaissent le Sahel, nous avons toute une série d'activités sous l'égide de ce qu'on appelait RISE 1 et RISE 2 qui ont visé le renforcement des activités de résilience transversale et aussi l'initiative Bridge qui a visé des zones géographiques et des thématiques spécifiques
Et comme vous avez déjà dit, avec beaucoup des financements que nous offrons, nous avons des modificateurs de crise qui sont conçus pour permettre aux organisations de mieux répondre aux conditions sur le terrain qui évoluent. Et aussi, nous intégrons beaucoup de langages sur la gestion adaptative, l'apprentissage collaboratif, l'empilage, le séquençage, l'intégration et d'autres façons d'encourager tout cela. Donc, le troisième volet, c'est vraiment la mise en œuvre de nos activités au niveau de comment nous essayons de gérer ces activités en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre. Et il y a aussi pas mal d'efforts déjà déployés et continuent à déployer à travers les groupes de travail transversaux, la coordination entre les partenaires de mise en œuvre sur la planification du travail. Et je suis aussi d'accord avec ce qu'on a entendu sur les approches géographiques et comment on peut améliorer les activités présentes dans une certaine zone géographique. Mais il y a aussi un travail de formation que nous poursuivons avec nos partenaires de mise en œuvre sur la sensibilité au conflit, par exemple, et comment on peut intégrer cela dans toutes les activités, pas seulement la démocratie, les droits et les conflits, mais nous avons des activités qui visent directement la cohésion sociale et qui visent la réduction des conflits intra- et intercommunautaires. Et nous demandons à tous nos partenaires de mise en œuvre d'être plus conscients de ce que c'est l'analyse des conflits, ce que c'est la valeur de ne pas nuire, de ne pas faire du mal. Pour vous donner quelques exemples récents et aussi quelques projets qu'on va faire bientôt, comme vous savez, il y a un financement supplémentaire du gouvernement américain par rapport à la crise en Ukraine pour répondre à la crise de la sécurité alimentaire au Niger et dans la région plus large. Et il y a plusieurs activités, plusieurs types d'activités qui font partie de cela, y compris les activités humanitaires, y compris la résilience et la sécurité alimentaire et d'autres activités complémentaires aussi. L'autre élément que nous avons en tant que mécanisme central, c'est le fonds pour les crises compliquées. C'est un fonds qui a été conçu pour mieux répondre aux crises complexes ou compliquées. Et nous allons élargir notre travail dans ce domaine. Et je pense que vous le savez déjà, étant donné votre expérience sur le terrain, mais le changement climatique, les sécheresses, l'insécurité alimentaire, l'augmentation des prix, les conflits interethniques, l'extrémisme violent, tous ces éléments créent des vulnérabilités additionnelles. Donc, quand nous prenons tous ces facteurs ensemble, les pays peuvent être à un risque important d'instabilité et il faut appliquer une approche intégrée. Nos activités proposées visent non seulement le renforcement des gouvernements, mais aussi des institutions gouvernementales, la transparence, la transparence et aussi dans la mise en œuvre des activités de sécurité alimentaire et comment on peut mieux répondre aux doléances de la population. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on manque l'accès à la justice ou on se sent exclu et cela peut augmenter la vulnérabilité pour le recrutement dans un groupe d'extrémisme violent. L'autre facteur dont je voulais parler, puisque vous avez posé la question sur les défis, Maggie, nous avons entendu parler des certains défis dans nos conversations avec nos partenaires. C'est comment nous opérationnalisons ce Nexus HTP. Il y a plusieurs défis qui nous ont été signalés par nos partenaires. Tout d'abord, nous nous attendons à ce que nous suggérons que les partenaires de mise en œuvre doivent faire attention au contexte de l'intervention. Cela veut dire qu'il faut faire une analyse des conflits. Et il y a aussi la pression du temps quand on fait de l'assistance humanitaire. Peut-être on va nous dire, nous n'avons pas le temps de faire cette analyse. Un autre élément qui est aussi connecté, c'est le ciblage des bénéficiaires. Nous avons vu certains exemples où, avec nos partenaires de mise en œuvre différents, et parfois, on va à l'encontre de nos propres intérêts, parfois même au sein d'une seule région géographique. Par exemple,
Il y a les programmes d'assistance humanitaire qui distribuent de la farine gratuitement, surtout aux femmes enceintes. Ça fait partie des RIFSA. Mais dans la même zone géographique, le programme de la santé vise la santé maternelle et infantile et aussi le planning familial. Et on nous a dit que certains résidents locaux nous ont dit, eh bien, si je tombe enceinte, je peux avoir de la farine gratuite. Donc, nous allons à l'encontre de nos propres intérêts. D'un côté, nous essayons d'augmenter le planning familial, étant donné la pression démographique dans cette société. Et de l'autre côté, il y a d'autres activités qui vont à l'encontre de tout cela. Il faut aussi penser à ces populations nomades et aux différents groupes ethniques. Et est-ce qu'on soutient un groupe, mais l'autre groupe, on va en créer d'autres doléances chez un autre groupe. Et encore une fois, on va à l'encontre de nos intérêts. Donc, c'est un problème qu'il faut résoudre. Il faut réduire ces barrières et il faut revenir à nos principes humanitaires que nous comprenons, mais qui, en même temps, je vais vous donner un dernier exemple. Comme vous savez peut-être, le gouvernement, une des priorités du gouvernement, c'est le retour des personnes déplacées. Donc, d'un côté, ces personnes veulent de l'aide et on demande aux partenaires humanitaires d'aider ces populations qui veulent réintégrer leur vie qu'ils avaient laissée derrière, mais en même temps, les humanitaires ne peuvent pas aider les personnes qui font partie d'une initiative de stabilisation. Donc, nous pouvons améliorer tous ces facteurs en même temps. Oui, merci beaucoup, Asta, pour ces exemples. Je vous entends haut et clair. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle nous avons demandé au CRS et de Mercy Corps de venir faire cette présentation, parce que ce sont deux programmes qui travaillent vraiment dans ces domaines. Et c'est le chemin que, par lequel nous passons tous à un moment ou à un autre. Donc, même à la phase de la conception de nos programme, il faut faire ce suivi de base. Il faut continuer de le faire. Donc, merci beaucoup, Asta, pour cette contribution. Maintenant, j'aimerais passer à une autre partie du monde et j'aimerais demander à quelqu'un de l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud d'intervenir parce que nous parlons beaucoup de l'Afrique, mais nous avons quelqu'un ici qui a posé une question, Adam Keo du Salvador. Donc, Adam, est-ce que vous voulez poser votre question directement au panel? C'est une bonne transition. Donc, allez-y, posez votre question. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir. Merci pour cette conversation formidable. Et je vois beaucoup de chevauchements entre les avantages et aussi entre les défis, au niveau des défis. Donc, j'étais ravi d'entendre du Brigitte que vous appliquez cette stratégie d'une focalisation sur les secteurs, sur les domaines. Et nous avons du mal à faire cela au Salvador, de nous organiser au niveau des régions. Nous sommes toujours débutants. Mais quand je vois tout ce que vous avez pu faire au Soudan du Sud, je suis vraiment inspiré, encouragé par cet exemple. Et j'ai beaucoup aussi apprécié ce que Edwin a dit sur les défis auxquels vous faites face. Nous faisons face aux défis semblables. Il y a cette rivalisation, ce concours entre les projets. Donc, voilà ma question. Comment est-ce qu'on peut naviguer toutes ces exigences qui sont en conflit et cette rivalisation, surtout pendant la phase de lancement, quand on a de nouveaux projets sur le terrain, il faut établir la ligne de base et on ne veut pas surmener toutes les parties prenantes locales. Et j'aimerais aussi vous entendre parler de comment on peut naviguer ces défis au niveau du terrain et aussi du Brigitte. Comment est-ce que cette focalisation régionale s'est produite? Est-ce que c'était fait par exprès de l'extérieur du programme ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps après avoir séquencé plusieurs projets et en vous rendant compte que vous pouvez travailler d'une manière plus efficace? Donc, un grand merci encore une fois pour cette conversation formidable. Merci, Adam. Je vais passer la parole à Edwin et après à Brigitte.
Merci Adam et merci Maggie. Je vais commencer par dire qu'une fois que vous avez les participants du programme au centre de votre conception, vous travaillez dans les participants au programme pour le concevoir. Vous essayez de répondre aux besoins croissants. Il va falloir être multisectoriel, multidonateur, multi-endroit et multi-projet. Il va commencer peut-être comme une collection de projets, mais pourvu que la conception est au centre les communautés et les populations besoin au centre. Mais pour revenir à votre question de comment gérer la concurrence entre les équipes, surtout au début d'un projet, Basico a un univers de gérants de lancement des projets. Ce sont des personnes, des gens très chevronnés qui connaissent le processus de lancement, qui savent comment faire sortir le document de base sur la gestion du projet. Ils vont pouvoir vous aider à recruter de façon rapide. Évidemment, ce n'est pas aussi lisse qu'on voudrait, mais le fait qu'il y ait un groupe de membres de l'équipe qui puisse se charger du lancement d'un programme et naviguer entre toute la paperasse aide. Pour l'Éthiopie, c'est un peu compliqué parce qu'il faut engager les gouvernements régionaux. Il y a beaucoup de paperasse, mais le fait qu'on fait ça par couche, ça nous permet de tirer parti de relations existantes en ce qui concerne notre partenaire local, le secteur privé, notre engagement avec les bureaux du gouvernement. C'est un processus où ils savent que ce projet est lié à cet autre projet et voici comment le financement et les processus vont couler. Merci, je passe la parole à Brigitte. Merci, Edwin. Brigitte, David, à vous. Merci pour cette question. Notre situation est légèrement différente parce que lorsque le programme de l'Union européenne s'est présenté en tant qu'idée, on portait déjà des années de mise en œuvre avec USAID et l'équipe qui a mis sur pied le budget pour l'Union européenne était du personnel chevronné qui avait travaillé avec USAID. Il faut voir quels sont les besoins insatisfaits du bénéficiaire et comment on pourrait le créer avec l'Union européenne pour compléter le financement du OCDE et qui nous permettent d'arriver à des endroits ou des secteurs que l'USAID ne peut pas financer. Et au début, on a fait ça en envoyant du personnel chevronné à de USAID à toutes les activités start-up pour l'Union européenne. Il a fallu engager quelques personnels spécialisés pour l'Union européenne, mais la plupart de l'équipe était du personnel qui portait plusieurs années de travail à jongler, qui savait ce qui faisait défaut en ce qui concerne notre cohérence HDP, que l'Union européenne pouvait remplir et qui avait une bonne relation avec les parties prenantes. Donc, pour intégrer un programme nouveau, il n'y avait pas eu de problème avec les parties prenantes gouvernementales, mais il fallait s'assurer de donner des explications au niveau du terrain avec les communautés et avec des parties prenantes locales. C'était une nouvelle intervention financée par l'Union européenne. Ça va fonctionner comme ça avec de l'argent en espèces. Il y a une nouvelle approche de soutenir les tribunaux traditionnels pour accéder à la justice et aussi
parties pour les parties prenantes communautaires. Donc, on se servait d'une capacité locale pour mettre sur pied un nouveau programme. Donc, l'idée qu'il y ait de la rivalité était court-circuitée. Il n'y avait pas d'intervention lorsque CRS s'est lancé à Jonglei de prioriser cela comme zone d'intervention. Mais depuis le début de la guerre civile, le Jonglei a été divisé en deux. Il est devenu clair que le Jonglei était une priorité, pas seulement pour le Soudan du Sud, et pour l'avenir du pays, mais pour CRS. Et CRS a canalisé son propre financement à Jonglei et a cherché de l'autre financement dans d'autres organisations comme le Programme mondial alimentaire pour essayer de stabiliser la situation à Jonglei qui était plus volatile, plus explosif que d'autres parties du Soudan du Sud à partir de 2014. C'était la base. David, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense que CRS à Soudan du Sud s'est spécialisé et c'était clé parce que on s'est focalisé sur ce qu'on fait bien. Et lorsqu'on a élaboré la proposition pour un financement de l'Union européenne, on était très clair. C'est là où on a de l'expertise et on va tirer parti des programmes qu'on a mis sur pied dans l'état de Jonglei et on a un personnel qui peut mettre cela en œuvre. C'était très clair à partir de ce qu'on a écrit. Et on entrait dans les communautés, on leur expliquait que le nouveau point de concentration serait l'accès à la justice. C'était facile. La gestion adaptative qui s'est adaptée à l'environnement. Merci, David. Adam, merci de votre question. Je voudrais passer à une autre question de Judy Kanawati. J'espère ne pas avoir mal prononcé votre nom. Judy, si vous êtes toujours branché, présentez-vous, activez votre micro. Est-ce que vous avez un débordement lorsque les participants partagent leur apprentissage avec d'autres communautés pour une intervention formelle? Judy, si vous êtes toujours branché. Ah bah, me voilà. On dirait qu'on a beaucoup de retours. Mais je vais répéter la question et je vais passer la question aux membres du panel. Peut-être que Edwin va vouloir intervenir. Présentation fascinante du débordement que les participants partagent leur apprentissage avec d'autres communautés lorsqu'il n'y a pas d'intervention formelle, par exemple pour la psychothérapie pour les traumas. Ce qu'on a vu, je dirais, dans notre approche, on construit ce qu'on appelle des organisations pour la paix et de la cohésion sociale. Ce sont des groupes qui sont soutenus et qui travaillent avec les institutions pour la paix, qui sont les gouvernements, le processus du gouvernement, qui participent aux espaces pour la création de la paix. Là où on a vu une contagion, un débordement entre les réfugiés et les populations de la communauté haute et l'interaction dans cet espace-là. On commence à voir des groupes mixtes qui forment des organisations de la paix
une coopération entre les réfugiés et les communautés hôtes pour bénéficier d'interventions agricoles. Ils forment un groupe, une coopérative qui incorpore les deux groupes. On a vu la même chose lorsqu'il s'agit des programmes d'épargne du village. Là, on voit la communication entre les activités de paix et cohésion sociale. Les groupes s'unissent pour former un groupe d'épargne du village. Et le point de départ là, c'est que ces groupes ou ces individus peuvent épargner, économiser ensemble et avoir un moyen productif de se bénéficier. On appelle ça les changements pour la paix. Et c'est ce qu'on utilise pour obtenir ce débordement. David, est-ce que vous avez un exemple semblable de votre expérience à Tremblay? Notre intervention pour être conscient du trauma et la cohésion sociale. Oui, on fait ça pour le leadership. On fait une formation pour les leaders locaux et les leaders locaux disent et vous nous formez maintenant, mais vous pourriez former les leaders des communautés qui luttent avec nous. Et on dit oui, si on opère dans ces zones-là, et alors on les forme, ils disent OK, pourquoi ne pas nous unir et qu'on ait une formation ensemble pour voir si on peut progresser comme une seule communauté. On a uni ces leaders. Notre communauté a souffert depuis très longtemps. Il faut changer quelque chose. Et ce qu'il voulait changer, c'était d'unir la jeunesse. Mais parce qu'on travaille avec des communautés de bétail. On pourrait parler de comment partager les ressources. Donc, ils disent, bon, voici la route de migration lorsqu'on va au fleuve Nil pendant la saison sèche et lorsqu'on revient du camp des vaches pendant la saison de pluie, on ne veut pas causer de l'interférence auprès des communautés agricoles. Je pense que c'était une conséquence de notre travail et ils ont pu identifier des questions de conflit et la composante de l'accès à la justice financée par l'Union européenne. Quand on est allé sur le terrain, je pense qu'il faut maintenant pouvoir garantir que de cet endroit ou de cet autre endroit, ils aient ils ont des leaders qui résoudre ces situations ensemble. Or, ce qu'on a dit, les femmes qui travaillent ensemble pour économiser, pour partager leurs ressources, pour créer un groupe, on avait l'intention, mais les femmes se sont mobilisées pour qu'elles s'unissent à notre groupe. Très bien, David, merci. Brigitte, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou David a tout couvert? Je pense qu'il a tout couvert. Merci. Je dis merci de votre question. Euh, je, on, le suivi et l'évaluation. Florence et Passion ont d'excellentes questions. Florence, est-ce que vous pourriez partager comment vous avez pu faire le suivi des résultats avec les différentes interventions? Vous avez posé une autre question qui a trait à ce que Patience a demandé comment vous faites le suivi de l'atteinte de participants. Mais Florence, si vous écoutez toujours, est-ce que vous pouvez intervenir pour poser votre question pour pas que je ne me trompe pas? Florence n'est peut-être plus là, mais je pense que c'est une bonne question. Je vais la lancer au groupe. Est-ce que un de parmi vous peut intervenir pour nous faire savoir comment vous avez pu faire le suivi des résultats
et comment vous avez mis sur pied le système de suivi pour pouvoir répondre à un donateur. Et Florence, vous voulez activer votre micro et éclaircir quelque chose, vous pouvez intervenir. Merci Maggie. Ma question, c'est comment est-ce que vous avez vu pouvoir suivre les résultats de différentes interventions? Et ça, c'est à partir d'un point de vue où on cible de différents bénéficiaires avec de différentes interventions, avec des aliments pour les actifs et l'argent en espèces pour le travail, ce qui a trait à CRS. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, David, Brigitte, est-ce qu'un d'entre vous aimerait commencer avec la réponse et puis on va passer à Edwin? Oui, une très bonne question. Et merci pour votre présence ici, Florence. Comme j'ai dit auparavant, nous avions des systèmes de repas différents pour chaque programme. C'était une exigence du bailleur de fonds. Il y avait des indicateurs spécifiques exigés par le BHA et d'autres exigés par l'Union européenne. Mais en dehors de ces indicateurs spécifiques, tous les autres indicateurs étaient les mêmes dans nos bases de données. Il y avait une équipe différente pour les repas pour chaque programme. Et pour les secteurs où les deux programmes travaillaient ensemble, où on mettait en œuvre le même type d'activités, telles que dans les modes de vie ou le renforcement de la résilience, les deux activités avaient lieu sur des sites différents. Donc, dans le village A, c'était un programme financé par l'USAID qu'on mettait en œuvre. Et dans le village B, c'était le programme de l'Union européenne. Donc, il n'y avait pas de mélange, de débordement entre les bénéficiaires de ces deux interventions. Donc, pour le renforcement de la résilience, c'était l'argent en espèces pour le travail et pour le BHA, c'était les commodités qu'on distribuait. Et aussi pour les modes de vie, nous avons travaillé avec les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs. Et toutes ces activités avaient lieu sur des sites distincts et différents. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on s'intéressait à ce financement de l'Union européenne parce que cela nous a permis d'élargir le champ de notre intervention vers des sites où nous ne mettons pas en œuvre des programmes sous l'égide du BHA. Et puis, pour les activités spécifiques à chaque bailleur de fonds, telles que les activités d'accès aux services de l'eau, ces activités sont mises en œuvre dans les villages qui sont soutenus par l'Union européenne. Nous n'avons pas fait distinction là. Et pour l'accès à la justice et le système d'alerte précoce au niveau communautaire, toutes ces activités ont lieu dans les domaines couverts par le VHA. Mais nous avons aussi un système au niveau du terrain où les coordinateurs du terrain et les équipes du repas du terrain se réunissent de façon hebdomadaire pour étudier les indicateurs qu'on a en main et pour vérifier ces données et ensuite pour signaler le niveau gestion. Et au niveau de la gestion, il y avait une équipe avec les membres du personnel du côté BHA, du côté de l'USAID, qui ont vérifié, validé et étudié toutes les données de façon hebdomadaire et mensuelle avant d'intégrer ces données dans la base de données. Donc, s'il y avait des péculiarités de chevauchement ou des données qui ne convenaient pas aux autres, on pouvait très tôt aller vérifier ces données avant qu'un problème se déclare. Donc, voilà comment nous avons fait. Merci, Brigitte. Edwin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, quand nous avons perfectionné notre approche d'un budget général, nous ne sommes pas encore là avec le suivi des tables des indicateurs parce que même si c'est une approche que nous essayons de mettre en place, il faut quand même répondre aux exigences spécifiques de chaque projet. Ces projets ont commencé et vont se terminer à des dates différentes, visent des groupes différents. Donc, nous avons du personnel spécifique pour chaque projet qui vont suivre leur contribution à un certain résultat. Donc,
Au niveau du suivi des participants, ça c'est au niveau du projet, mais il y a aussi l'objectif général de renforcer la résilience un peu partout et nous suivons cela à un autre niveau. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que ça, c'est un débat qui est toujours en cours et dans chaque contexte, nous allons avoir chacun nos problèmes spécifiques. J'aimerais revenir à cette question de là où nous travaillons, là où nous mettons en œuvre et qui est-ce qui s'engage avec nous? C'est le gouvernement, bien sûr. Donc, comment est-ce que vous, les trois, comment est-ce que vous avez pu engager efficacement avec nos partenaires gouvernementaux dans chacun de vos contextes? Comment est-ce que vous vous assurez que ce type de programme multisectoriel, multi-bailleurs de fonds, prend en compte les besoins de la population, répond à ses besoins et aussi répond aux besoins et aux priorités du gouvernement? Parce qu'il faut se souvenir, nous sommes accueillis par ces pays où nous travaillons sur la cohérence HTP. Donc, c'est aussi à nous de nous responsabiliser auprès de chacun des gouvernements avec lesquels nous travaillons. Donc, j'aimerais entendre de chacun d'entre vous comment est-ce que vous avez pu vous assurer que le travail que vous faites est en collaboration avec les partenaires gouvernementaux, va vers la réalisation des objectifs du gouvernement et vers la réalisation de ces objectifs. Et étant donné vos contextes spécifiques, je suis certaine que vous avez des sensibilités spécifiques. Donc, j'aimerais entendre de chacun d'entre vous. David, est-ce qu'on peut commencer avec vous, s'il vous plaît? Oui, merci. Nous avons un système au-dessus en dessous où nous faisons la coordination avec le gouvernement, avec un bureau spécifique qui fait la coordination pour toutes les agences humanitaires. Donc, nous avons une cartographie de qui est fait par qui et où. Et donc, pour le CRS au Jonglei, par exemple, nous avons des sites spécifiques identifiés par le gouvernement et nous avons la capacité de travailler avec un personnel local et d'intervenir sur ces sites. Donc, nous coordonnons avec l'aile humanitaire du gouvernement et nous partageons ce que nous avons planifié avec ce bureau et nous faisons la coordination avec eux pour identifier les participants. Pardon, c'est plutôt les communautés locales, les leaders locaux qui vont identifier les participants, qui identifient les personnes les plus vulnérables qui ont besoin de notre soutien. Donc, nous coordonnons avec les fonctionnaires locaux, surtout au niveau des comtés, où nous mettons en œuvre nos programmes. Et puis, de façon trimestrielle, quand nous avons notre réunion trimestrielle, nous invitons le gouvernement à venir apprendre de ce que nous faisons. Et peut-être Brigitte va complémenter mon commentaire. Brigitte, oui, allez-y, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, oui, nous avons un mémorandum de compréhension avec les ministres techniques au niveau du Jonglei, au niveau de l'État fédéré. Et nous travaillons avec plusieurs ministres, tels que l'agriculture, le bétail, la pêche, les coopératifs, le ministère des services de l'eau. Je pense que c'est tout. Donc, ces ministères comprennent très bien ce que nous faisons nos évaluations, nous faisons nos formations et nous invitons le personnel technique de ces ministères de participer à ces formations. Parfois, ils viennent, parfois non. Depuis 2011, la capacité des gouvernements au niveau de l'État fédéré a été beaucoup réduite. Donc, la participation locale du personnel du ministère a été réduite. Depuis 2011. L'autre mécanisme que nous utilisons pour nous assurer que nos activités sont durables, c'est que nous avons un système de secondement pour le personnel du gouvernement. Donc, les agents de prolongation, le personnel du ministère de l'eau et de l'infrastructure physique peuvent venir chez nous en secondement pour intégrer nos équipes pendant la période d'un programme. Et
Voilà, cela fait partie de notre tentative de renforcer la capacité des fonctionnaires, du personnel du gouvernement. Nous publions aussi un rapport annuel auprès du gouvernement sur nos activités dans le cadre de programmes. Voilà nos cibles, voilà nos activités, voilà nos défis, voilà ce que nous avons pu faire, ce que nous n'avons pas pu faire. Et ce document, ce rapport est soumis au niveau de l'État fédéré, au gouverneur et au ministère au niveau de l'État fédéré. Donc, il y a beaucoup de documentation dans tout ce que nous faisons dans le cadre des deux programmes. Et en tant que possible, il y a une transparence totale sur tout cela. Voilà. Merci beaucoup. Edwin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans votre contexte légèrement différent? Oui. De notre côté, nous avons un gouvernement fort et très impliqué. Donc, tous nos projets doivent être validés par le gouvernement fédéral et par le gouvernement régional, y compris nos budgets pour qu'il y ait une division 80%, 20% entre notre contribution et le gouvernement. Donc, le gouvernement est impliqué dans le ciblage des bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires sont choisis par comité nommé par le gouvernement. Mais l'avantage principal, c'est que tous nos ressources, tous nos soutiens techniques pour la formation, la santé animale, etc., est organisé par les ministères. Donc, nous avons un système où chaque bureau gouvernemental a la capacité technique, a les capacités du personnel pour engager avec nous pour assurer la durabilité. Et cette approche nous aide beaucoup parce que dans notre région, nous avons une stratégie de solutions et des interventions qui répondent à la vision du gouvernement. Donc, nous avons aussi des processus de suivi organisés conjointement avec le gouvernement et à partir des accords que nous avons signés avec les gouvernements et les ministères, nous coopérons sur nos budgets. Donc, il y a beaucoup de transparence à travers toutes nos interventions avec les processus gouvernementaux en Éthiopie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edwin. C'est clair que les contextes sont bien différents entre vos deux organisations. Donc, voilà, mais en fonction du contexte et en fonction de ce qu'on peut faire avec le gouvernement local ou le gouvernement fédéral, nous avons vraiment la responsabilité de faire tout cela, d'organiser cette coopération. Donc, c'est formidable d'entendre les deux côtés de cela et les différents défis auxquels vous faites face en travaillant comme vous travaillez. Donc, je suis consciente du temps. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais avant de conclure, eh bien, nous avons beaucoup de questions. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions que nous avons reçues, mais une chose, voilà, nous avons reçu beaucoup des questions sur les défis et je sais que vous avez tous et chacun parlé des défis auxquels vous faites face assez rapidement et très clairement, mais est-ce qu'il y avait Rebecca Stetter, si vous êtes avec nous, vous pouvez allumer le micro et poser votre question. Vous avez posé une question sur certains défis particuliers avec les stratégies de multiples sources de financement. Donc, est-ce qu'il y avait des différences au niveau des objectifs ou des approches au niveau des bailleurs de fonds qu'il a fallu naviguer ou les problèmes comme cela? Rebecca, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, mais si vous êtes avec nous, vous pouvez aussi clarifier votre question si vous voulez. C'est la dernière question que nous allons aborder. Rebecca peut ne plus être ici, mais je pense que je vais passer la parole à David. Si vous vous sentez à l'aise pour intervenir et partager s'il y a quelques défis additionnels de différents objectifs entre l'Union européenne et USAID, spécifiquement pour votre programme et comment vous y avez fait face. Je pense que comme on a évoqué Maggie,
On a eu de l'expérience à travailler avec un projet financé par USAID. Lorsqu'on a eu le financement par l'Union européenne, il y a eu des défis en ce qui concernait le, le, l'exigence de reporting mensuel, la liste des participants au projet pour s'assurer qu'il n'y aurait personne qui soit sujet à des sanctions. Comprendre de quoi il s'agissait. Mais après 2 ou 3 mois, on s'y est accoutumé et on s'est assuré d'avoir le personnel responsable de ça et de nous assurer que ceux dont les donateurs avaient besoin étaient couverts. Donc, finalement, ce n'était pas un grand défi. Merci. Edwin, vous voulez ajouter quelque chose ou vous avez une sensation semblable que c'était couvert ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose additionnellement? Je pense que la plupart étaient couvertes. Au niveau de la conception, il n'y a pas beaucoup de défis parce que vous êtes en train de concevoir le programme. Je pense que ce sont les aspects pratiques de la mise en œuvre, les interventions spécifiques qui exigent que vous fassiez face à des groupes restreints. Les règlements du bailleur de fonds sont plus laxes ou plus restrictifs. Vous avez un gouvernement en fonction. Donc, ce sont les contrôles de qualité qui sont derrière le besoin d'assurer. Et une fois que vous avez essayé les hic et comment vous assurer d'avoir fait la cartographie des risques et de atténuation des risques pour satisfaire les besoins des bailleurs de fonds. Eh bien, il nous reste 25 questions additionnelles qui ont été posées. Il y a d'autres personnes à qui je voulais donner la parole qui ont de l'expérience aux Nations Unies et dans des organisations locales, mais on bute contre les limites de temps. Mais j'espère que ce n'est que le début de plus de discussion parce que ce genre-là de conversations autour de leçons critiques, d'exemples concrets qui puissent être partagés et être appliqués ailleurs, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à faire. Idéal, le réseau FSN est un endroit critique pour continuer à faire cela. Ce qui est également important est de garder la conversation entre le bailleur de fonds ouverte. Et je sais qu'il y a des activités passionnantes et des groupes vraiment passionnants qui surgissent qui partent de ça et les bailleurs de fonds se parlent entre eux également. Et je montrerai à mon devoir si je ne disais pas qu'en fin de compte, on travaille à pétition des gouvernements et des populations dans chaque pays où on intervient. Donc, je pense qu'il nous reste un bon bout de chemin à parcourir pour nous assurer de bien nous coordonner avec le ministère de réponse humanitaire ou avec certains ministres des services de base. C'est critique et je pense que les membres du panel nous ont donné d'exemples fantastiques de comment ils font cela et comment ils s'assurent de fonctionner à l'intérieur des priorités et des besoins du gouvernement parce qu'au bout de compte, il faut regarder cela. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les 3 panélistes. C'était fantastique. J'ai beaucoup appris. J'espère que les participants aussi. J'espère pouvoir continuer cette discussion. Je ne sais pas, Jenny, comment ça se manifeste. Si les gens veulent laisser leur courriel dans le chat ou si on peut envoyer quelque chose par la poste. Euh, pour répondre aux autres questions, il y en a
quelques questions spécifiques pour l'équipe CRS et pour l'équipe de Merci Cœur sur des détails spécifiques dans lesquels on n'a pas pu entrer dans cet appel, mais il serait très intéressant de faire le suivi. Merci Maggie. Il y aura une communication par la suite. Regardez votre courriel, vos courriers. Merci Maggie de votre travail de modératrice et aux panélistes pour ces études de cas sur les stratégies multi-bailleurs de fonds. Merci à tout le monde de s'être unis à nous et d'être intéressés, de participer, d'avoir posé tant de questions intéressantes auxquelles on ne peut pas répondre dans une seule séance. Il est clair qu'une stratégie multi-bailleurs de fonds peut être un défi, mais ça peut être vraiment enrichissant si on le fait bien. J'apprécie le conseil de Brigitte, n'essayez pas d'improviser, l'intentionnalité et la transparence à tous les niveaux est une clé de la réussite. Le budget directeur et comment les équipes au niveau du terrain ont pu superviser les deux programmes. Le programme de l'Union européenne a colmaté quelques brèches existantes. L'autre apprentissage provient de l'idée que ces équipes sont parties sur une base de développement. Après, il y a eu des couches à travers les modificateurs de crise pour garantir que l'humanitaire complète le travail de développement. Je crois que ça complète un des apprentissages de la séance de hier. Est-ce qu'il faut recadrer notre pensée et considérer des projets multi-annuels et pour la confiance et la capacité de soutenir la communication entre les différentes parties prenantes. Voici quelques réflexions qui me sont venues à l'esprit en écoutant ces conversations. C'était une des conversations les plus stimulantes. Pour clôturer, cet événement était la dernière intervention dans ce domaine thématique. On va clôturer cette série dans un événement de culmination à la fin septembre. Les inscriptions vont démarrer bientôt et on aimerait bien savoir vos réactions à cette séance pour pouvoir améliorer nos présentations futures. On a mis le lien à une enquête dans le chat. Participez-y, donnez-nous nos réflexions sur comment on peut s'améliorer. On va garder la réunion Zoom ouverte alors qu'on complète cette enquête. Mais merci de votre participation. On espère pouvoir vous revoir bientôt